Je pense qu'on va commencer. Donc, elle est 14h20. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde qu'on doit quitter la salle à 17h. Donc, il y a une autre activité juste après. Donc, c'est pour ça qu'on doit être un peu efficace. Avant tout, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans nos différentes activités. Donc c'est toujours, ça fait chaud au cœur quand même. Il y a des choses actuellement qui se font à Toulouse, c'est un peu repris. Donc c'est vraiment, on est vraiment content. Donc l'association Africa 31, pour ceux qui la connaissent pas, elle date depuis maintenant, disons une bonne 16 ans. Donc elle a été créée en 2005 précisément. Donc 16 ans d'existence. Donc elle a contribué quand même largement à l'animation culturelle au sein de notre communauté en premier lieu, et aussi pour la ville de Toulouse. Donc elle a quand même fait des très très bons projets. Depuis septembre 2021, donc il y a eu une nouvelle équipe. L'association s'est rajeunie un peu. Donc on essaie de reprendre le flambeau et continuer ce que les anciens nous ont lissé. Et je profite de l'occasion de rendre un hommage à 3 braves femmes. C'est les fondatrices de l'association Africa 31. Donc je profite de l'occasion de leur dire, de leur passer mes hommages en tant que président actuellement de cette association. Il s'agit de Chmini Zaria et de Sissani Jamila et Wali Christiane. Donc c'est ces 3 femmes-là qui ont l'idée en 2005, après un constat, de créer ce cadre, donc cette association. Donc c'est important de le souligner. J'espère qu'on saura répondre actuellement. Et aussi je remercie tous ceux qui contribuent à la vie associative à Toulouse, donc au sein de notre communauté, nos artistes, nos comédiens, nos écrivains. Ah si. Donc tous ceux qui essayent d'apporter quelque chose, parce que je sais qu'on a quand même beaucoup de potentialités. Voilà. Donc je crois à ça, c'est ce qui m'anime personnellement. Et je pense qu'on peut vraiment contribuer au rayonnement culturel d'une part dans notre culture, et aussi ici à Toulouse, et de contribuer à la culture universelle. Donc, voilà, donc je pense vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc c'est notre première édition du Café littéraire qu'on a initié récemment, et on a l'honneur de recevoir Monsieur Mathias Mohamed Lefboum. Et comme par hasard, donc c'est son premier roman. Pour nous, c'est notre première édition du Café littéraire. Donc je pense que ça va être, c'est une très bonne rencontre d'emblée. Voilà. Et je tiens à merci pour d'avoir répondu. Et je tiens à préciser que nous a aidés quand même en tant qu'association. Il est venu, il était à nos côtés, il nous a accompagnés. Donc pour ça, c'est un élément actif au sein de l'association. Donc qui est Mohamed Lefboum? Mathias Mohamed Lefboum, sans doute il y a plusieurs qui le connaissent dans la salle, mais ils l'ont connu en tant qu'une amie. Mais aujourd'hui, on va découvrir l'auteur. Donc on va être un peu plus objectif. Donc voilà. Et Mohamed Lefboum est né au milieu du XXe siècle dans un petit village de la Haute-Kabylie. Au décès de sa mère, alors qu'il n'avait que 5 ans, son père ouvrier dans l'Algérois décide de quitter avec ses enfants le village natal pour s'installer dans la banlieue sud-est d'Alger. Lorsqu'il entre en primaire, à l'âge de 6 ans, en octobre 1958, l'Algérie est meurtrie par la guerre. Il commence le lycée en octobre 1965, année, comme par hasard, du coup d'État de Boumediene, qui entérine
et clarifie définitivement la prise du pouvoir par les militaires dans ce pays fraîchement indépendant. Ses études supérieures le mènent à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur agronome, profession qu'il n'exerça jamais au demeurant. Son service militaire effectué terminé en 1979. Il quitte l'Algérie donc définitivement pour s'installer à Toulouse, où il entreprend la poursuite d'études post-universitaires qu'il interrompt en 1984. Par la suite, d'autres projets qui l'ont animé, donc il s'est lancé en tant qu'entrepreneur, d'abord dans la restauration à Paris, et ensuite, dès la fin de la décennie 80, de retour à Toulouse. Donc il crée une entreprise de propreté, récemment qu'il cède à sa fille dès 2018. Je tiens à préciser que M. Mathias Mouardifgoum est retraité désormais. Donc il entreprend actuellement une carrière d'auteur, d'écrivain, et c'est pour ça qu'on lui souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Aujourd'hui, on va parler de son nouveau roman, La Déambulation. Et je dis que, c'est ce que j'ai dit après nos échanges avant-hier soir, donc je dirais que c'est une machine à écrire, j'étais surpris. Un premier roman qui va donner naissance à 3 autres. Voilà, c'est énorme. Donc déjà, il est sur 3 projets, voilà. Donc le premier, je pense, on ne va pas tarder à le voir dans les prochains mois, probablement. Donc, deuxième. Voilà, le deuxième plutôt roman. Et le deuxième et le troisième, donc le troisième qui est beaucoup plus en construction, mais le premier projet de roman et le deuxième, pratiquement, ils sont dans une phase de finalisation. Donc on est bien servi en littérature désormais. Donc on va attendre dans les prochains mois la sortie de ces deux romans. Et je tiens à dire à tout le monde qu'à la fin de l'exposé de l'auteur, donc il y a un débat, c'est sûr. Et comme j'ai dit qu'on va quitter la salle à 17h30 maximum si on est large, et aussi il y a un petit pot qu'on a organisé pour fêter d'une part la sortie de ce roman, et aussi histoire d'échanger et de continuer la discussion. Donc je ne vais pas m'attarder plus, je passe la parole à M. Mathias Mouardifgoum. Merci beaucoup Takfarinas, merci à Africa 31 et un grand merci surtout à nos amis qui sont en face de moi, qui m'honorent de leur présence. Takfarinas est très gentil, donc il m'encense parce que je crois qu'il n'a pas beaucoup de choix, il ne peut pas dire autre chose, mais donc je vais essayer de rester un petit peu humble quand même, mais c'est ma nature aussi. Écrivain, oui, bon, quand on écrit, forcément, on peut être qualifié d'écrivain. Je suis un primo-écrivain, donc je promets mon premier ouvrage. J'y ai mis beaucoup de temps parce que j'étais encore en activité, donc pour vous dire, ça m'a pris à peu près 2 ans et demi pour le finir. C'est pas 2 ans et demi d'écriture en continu, sinon c'est pas passé comme ça, donc il y a beaucoup d'interruptions. Mais j'avais le souci d'y arriver, mais je n'avais pas une idée précise de ce que mon écrit allait devenir. Donc c'est quand je l'avais fini que je me suis lancé, j'ai dit tiens, ça ne me coûte. Aujourd'hui avec Internet, ça ne coûte pas grand chose, on peut envoyer des manuscrits. Donc j'ai choisi une dizaine d'éditeurs, beaucoup d'éditeurs alternatifs parce que j'avais pas beaucoup d'ambition d'abord, et puis je n'étais pas sûr de moi, et donc j'ai choisi des petits éditeurs, mais j'ai vu que ces petits éditeurs éditent des grands auteurs aussi, donc je me dis pourquoi pas. Et alors je vais vous dire une vérité, mais bon, sur les 10, j'ai reçu 6 réponses positives, donc moi j'ai été plus que surpris par ces réponses qui encensaient un peu, c'est souvent des mails ou des courriels, des courriers postés, donc, et qui encensaient un peu mon écrit, et dont les
éditeurs, dont les responsables de publication, souhaitaient ardemment de la publication de mon ouvrage. Donc, moi, j'ai choisi l'éditeur des éditions Sidney Laurent juste pour des questions de commodité, parce que c'était l'éditeur qui me proposait les conditions les plus favorables, les plus intéressantes pour moi d'un point de vue financier. Et donc, je suis parti avec eux. Donc, alors, voilà, ça c'est un peu pour situer un peu mon parcours d'écrivain, de primo-auteur édité. Sur l'ouvrage, donc la déambulation, le titre est venu pratiquement vers la fin, parce qu'au début je voulais faire un récit de vie, je dirais d'emblée d'inspiration autobiographique, mais ce n'est pas une autobiographie, c'est pas ma vie que je raconte. Pour ceux qui me connaissent, ils ont vite compris. Chaque fois qu'on me cherche, on me trouve un petit peu, puis après ils me perdent, donc du coup ça les a tellement fatigués qu'ils ne me cherchaient plus. Donc c'est plutôt d'inspiration, j'insiste beaucoup sur le mot inspiration autobiographique, parce que c'est une partie de ce que j'ai vécu, et c'est des clins d'œil que je voulais donc lancer à des lieux d'abord, donc à des espaces de vie qui étaient les miens. Le premier c'est Toulouse, d'où le choix de la couverture, donc je voulais absolument que Toulouse figure dans mon récit. Je situe la vie de mon personnage sur Toulouse aussi, donc c'est un Toulousain d'adoption comme moi, mais qui lui est venu dans sa prime enfance, donc contrairement à moi. Je voulais aussi inscrire une partie de l'Algérie, pas toute l'Algérie, une partie de l'Algérie aussi spatialement, c'était Maison Carrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé toute ma tendre enfance, mon adolescence, même ma post-adolescence dans cette ville-là. Et je voulais donc, j'ai fait naître mon personnage principal dans cette ville, donc que je connaissais bien, que je pouvais décrire aisément. Je pouvais décrire l'école où il était, je pouvais décrire les lieux, les rues, donc c'est très facile pour moi. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect, quand je dis c'est, comment dire, je le disais tout à l'heure, en faisant la différence entre autobiographie et l'inspiration autobiographique. Je m'inspire de liens, d'individus qui m'ont marqué. Et c'est des clins d'œil donc à des lieux qui m'ont marqué, à des individus aussi, des clins d'œil à la coopération technique que j'ai vécue avec beaucoup de bonheur en Algérie. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes qui sont présents aujourd'hui, qui n'ont pas connu le système de la coopération technique en Algérie, pour moi c'est un bonheur d'avoir vécu cette période avec des personnes qui, pour beaucoup, sont restées mes amis aujourd'hui. Et voilà, donc c'est des clins d'œil comme ça à des aspects de la vie de tous les jours. Et alors mon récit, donc quand j'ai commencé à l'écrire, tout naïvement, j'ai commencé, ce qu'on appelle, on écrit, un peu on écrit au kilomètre, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on écrit sans trop réfléchir à comment on va structurer son texte, mais on réfléchit à ce qu'on dit. Et on écrit comme ça vient, et on relit, on restructure par la suite. Et quand je suis arrivé pratiquement au milieu de mon récit, je me suis rendu compte que le récit est structuré d'une manière un petit peu, pour moi, qui était fade, d'une manière linéaire. C'est-à-dire que je commence par, je sais pas, le début du XXe siècle, je cite des personnages et je commence à raconter leur vie, leur progéniture, leur ascendance, et pour arriver un peu à la période contemporaine qu'on est en train de vivre. Et au milieu du récit, je commençais à sentir un peu, la difficulté de continuer comme ça, quelle est la pertinence de continuer dans ce sens-là. Donc du coup, j'ai mené une réflexion comme ça à l'intérieur, je me disais, il faut, pour arriver à structurer mon texte de mon point de vue, d'une manière plus intelligente, où je pourrais peut-être avoir plus de liberté aussi à narrer des situations de psychologie, j'ai fractionné mon texte en chapitres. Et j'ai donné des noms de chapitres, en les nommant, c'est des noms, des prénoms de personnes qui m'ont permis en fait, quand je prends par exemple pour ceux qui l'ont lu, le premier personnage qui est donc le premier chapitre, Victorine, ça m'a aidé à me recentrer d'une manière très très forte sur cette femme, avec tout ce qu'elle peut me renvoyer de sa psychologie, de son être, de
de son empathie ou de sa haine des choses et tout. Et à partir de là, donc, j'ai commencé un peu à dérouler mon récit d'une manière un peu fractionnée, mais tout en laissant des passerelles ouvertes entre chaque chapitre. C'est-à-dire que je ne voulais pas que les chapitres soient... Ce pas des nouvelles. C'est pas des nouvelles. Le premier chapitre, il a une liaison avec le reste. Et mon personnage Marc, qui n'est pas moi, et je le dis, j'insiste parce que beaucoup essaient de m'identifier à ce personnage-là. Bon, c'est pas grave. Donc mon personnage Marc est celui qui fait le lien justement entre les différentes personnes dont je parle et qui fait des allers-retours en fait. L'écriture, je l'ai rendue sciemment difficile. Je voulais qu'elle soit un peu difficile pour moi parce que c'était un premier exercice. D'un chapitre à un autre, de faire un aller-retour, de passer du premier au troisième chapitre, de revenir au deuxième, était très très difficile à construire parce qu'il fallait que je sois d'abord très vigilant, parce que l'ouvrage, je le destinais à la lecture, donc il faudrait que mes futurs lecteurs ne me reprochent pas de les avoir perdus dans le parcours, dans la déambulation de Marc. Je voulais qu'ils le suivent d'une manière tranquille et qu'ils essaient de comprendre où est-ce qu'ils veulent les mener, qu'est-ce qu'ils veulent leur faire comprendre. Quelqu'un m'a reproché d'être fatigué par la rapidité de la déambulation de Marc parce qu'il n'arrivait pas à le suivre. Je n'y étais pour rien et qu'il n'était pas obligé en fait de courir après Marc. Ça aurait été mieux de le suivre tout doucement et puis de... Ouais, donc il y a eu des remarques un petit peu dans ce sens-là. Et le parcours de Marc, je le voulais un peu, ou même beaucoup, introspectif de sa propre psychologie, mais de toute son histoire. Je voulais le faire retourner en Algérie pour aller chercher sa famille, pour aller chercher ses racines. Par quel biais? C'est là que j'ai pensé à la coopération technique. Ça m'a aidé. Je l'ai vécu, la période de la coopération technique dans les années 70 en Algérie. Donc, je voulais que Marc aille par ce biais, aller enseigner en Algérie et retrouver sa famille, retrouver ses grands-parents, parce que c'est quelqu'un qui est en manque absolu de son histoire, parce que sa mère est décédée, il avait 10 ans, et son père est un incorrigible taciturne, donc qui n'aime pas transmettre, qui n'aime pas parler, quand bien même il était enseignant. C'était quand même un ingénieur agronome qui a fait des études, qui est devenu enseignant à l'université et tout, mais qui ne parle pas, donc qui nous relate, peut-être blessé aussi par la perte de son épouse, a été complètement paralysé par cette histoire, et il refusait de transmettre à ses enfants. Et de tous ses enfants, Marc c'est mon personnage, donc était celui qui était le plus avide de connaître un peu son histoire et d'aller la chercher. Donc pour moi, le service de la coopération technique était une belle opportunité pour moi pour faire partir Marc en Algérie, de le faire travailler, puis de renouer avec son histoire, avec ses grands-parents, avec ses oncles, d'aller visiter la tombe de sa mère dans le cimetière de Rue, enfin plein d'anecdotes comme ça qui sont décrites et qui ont fait qu'il est revenu un peu épanoui. Donc, bon, je l'ai fait marier là-bas parce que j'ai connu beaucoup de coopérants techniques qui se sont mariés, qui sont revenus avec leurs femmes, donc j'ai dit pourquoi pas lui. Et puis voilà, donc il y a plein d'anecdotes dans ce style-là. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Après, bon, le récit, je ne le voulais pas anecdotique, donc j'espère que ceux qui l'ont trouvé anecdotique peuvent m'en parler, je peux peut-être m'expliquer. Je ne voulais pas qu'il soit un ensemble d'anecdotes comme ça mises côte à côte pour faire un récit. Je voulais que ce soit un véritable récit de vie, une véritable réflexion, et je faisais accompagner, donc la réflexion de mon personnage Marc, je la faisais accompagner par un narrateur qui l'accompagnait et qui venait compléter un petit peu la réflexion qu'il pouvait avoir sur des tas de choses, sur des événements historiques, sur la religion, sur la psychologie humaine, sur sa propre capacité qu'il entrevoyait et qu'il découvrait. Donc, vous voyez que c'est un récit que j'ai mené un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas ce que je peux ajouter d'autre. Oui, non, mais je réfléchis à ce que je peux dire de cohérent qui peut corroborer un petit peu le récit que j'ai commis.
je peux parler peut-être aussi de, quand je l'ai publié, bon, moi j'étais un profane dans le domaine, hein, je veux dire, je commettais des écrits comme ça, des petits articles, j'ai fait publier 1 ou 2 articles dans un journal du net, mais je n'avais pas, quand j'ai commencé à l'écrire, je n'avais pas cette certitude de pouvoir aboutir à finaliser mon récit parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Je suis pas un littéraire en plus, donc du coup ça me bloquait un peu. Mais je suis arrivé à me libérer. Et c'est quand j'ai commencé à écrire la déambulation que j'ai senti que j'avais, c'est prétentieux de le dire, mais une propension à l'écriture. Donc et là aujourd'hui j'écris aisément, donc j'écris très facilement. Mon deuxième ouvrage que je corrige avec un ami, j'ai mis 1 année pour le finir, pour vous dire que j'ai l'expérience de la déambulation m'aide beaucoup aujourd'hui à mieux structurer un texte, à mieux l'écrire et à soigner l'écriture surtout, hein, au niveau de la grammaire, au niveau de la sémantique, au niveau de la syntaxe, tout ça. Donc, alors de ceux qui l'ont lu et des retours que j'ai eus, pour moi c'était positif parce que tout le monde a encensé un peu cette manière d'écrire qui est très très fluide et limpide. D'autres trouveront peut-être qu'il est compliqué, je ne sais pas, mais après on va dire qu'aujourd'hui la déambulation ne m'appartient plus, il appartient à celui qui veut le lire. Et quand on le lit, des retours que j'ai, même avec la Farina jusqu'à ce matin, on parlait de certains aspects, on n'a pas tout le temps le même ressenti, on n'a pas la même conclusion sur les choses. On peut dire aujourd'hui une chose, mais elle n'est pas forcément perçue comme on a envie de la transmettre, c'est-à-dire qu'on lance une parole, demain elle peut être celui qui la happe, il en fait ce qu'il veut. Donc c'est une matière, un bouquin c'est une matière à réflexion, à discussion. Donc voilà, je pense que je vais finir par dire voilà, j'ai pas envie d'étaler un peu plus là-dessus. J'espère rejoindre beaucoup de visages connus et qui ont lu le livre, donc j'espère qu'ils vont pouvoir intervenir pour m'aider, pour essayer d'alimenter un peu la discussion, d'avancer. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'attends aussi des questions et je répondrai avec toute l'honnêteté qui est la mienne. Voilà, donc je vous remercie d'être là et puis je reste dans l'attente. Je ne sais pas si Farina veut peut-être poser la première question ou intervenir, ajouter. Donc voilà, on est dans une situation de libre-échange. Merci, merci pour l'exposé. Donc forcément, il faut qu'il y ait un échange. C'est un peu difficile quand on n'a pas lu le livre, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire. Et je vous passe la parole s'il y a des questions sur les motivations de M. Mathias Mohandif-Goum, pourquoi l'écriture maintenant? Voilà, par exemple. Est-ce que c'est une idée qu'il a gardée il y a très très longtemps, qui a juste jailli après, maintenant, par aujourd'hui, voilà, par exemple, c'est une motivation. Exactement. Je dirais, je vais ouvrir le bal, c'est ma première question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Exactement. Il y a un temps pour tout. Est-ce qu'il y a un déclic non, il n'y a pas. Ouais, la maturité peut-être, l'envie. Moi, avant d'écrire, il faut que je le dise quand même. Je veux dire, je suis un grand lecteur. Je pense que c'est très, très. Moi, je ne connais pas de tous les auteurs que je connais, dont j'entends parler, quand je lis leur biographie. Ils se présentent quasiment en totalité comme d'abord des grands lecteurs. C'est des gens qui ont beaucoup lu. Je pense que c'est très très difficile. Je parle de l'écriture romanesque. Je ne parle pas des essais. Un essai sur parce qu'on peut être historien et écrire sur l'histoire. Mais je parle d'écriture romanesque. Si on n'est pas lecteur, enfin de mon point de vue, peut-être que quelqu'un peut me dire non, je connais quelqu'un qui n'a jamais lu de sa vie, qui a écrit. Moi, je n'en connais pas. Donc, moi, je suis un grand lecteur. Je lis beaucoup.
On me le reproche souvent d'ailleurs, on me l'a reproché, on me le reproche, mais je commençais à lire depuis ma tendre enfance. J'ai encore le souvenir du titre du roman policier que j'ai lu quand j'étais au CM2, je crois que c'est les 39 marches qui est devenu un film. Ça, je ne peux pas l'oublier. Il m'est tombé dans les mains comme ça, je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas comment je me le suis procuré. À l'époque, c'était 61, 62, 63, comme ça peut-être, je ne me rappelle plus. Donc et depuis, je n'ai pas arrêté. Je fais partie d'une génération qui a beaucoup lu les bandes dessinées. J'ai encore dans ma tête Blake le Rock, Zambla, Hakim, Spirou, Les Pieds nickelés, tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui a bercé mon enfance donc, et mon adolescence. Donc c'est un peu le roman policier, par accident, beaucoup de bandes dessinées. Et puis après, les policiers, James Hadley-James, il y a plein de policiers américains que je lisais, que je dévorais comme un fou. Donc, vous voyez que et je pense que cette boulimie de lecture, bon, elle peut faire déboucher quelqu'un sur l'écriture, et peut-être pas. Moi, heureusement, elle m'a fait renvoyer vers un statut de quelqu'un qui lisait, mais qui a d'abord envie d'écrire. Bon, mes premiers écrits, c'était des petites contributions que j'envoie à des amis, des petits articles que j'ai publiés dans certains journaux. Et voilà, donc, c'est de cette manière que je me suis découvert un amour pour l'écriture. Avant Internet et les SMS, pas en France, mais en Algérie, quand j'étais au lycée, j'écrivais beaucoup de lettres. J'écrivais beaucoup de lettres à des amis, à de la famille. Donc c'est quelque chose qui peut venir comme ça, qui peut être... C'est des prémices en fait à ce que je suis devenu aujourd'hui, donc un écrivain, pas accompli, mais un écrivain quand même. Oui, pardon, allez-y. Tiens, il faut le... Vous aviez un journal intime? Il y a le micro. Vous aviez un journal intime? Pardon? Vous aviez un journal intime? Un journal intime, non. Non, jamais. En fait, j'ai tenté une fois, mais j'avais pas, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup animé, j'ai abandonné, donc mon amour et ma disposition pour l'écriture, elle est venue sur des écrits, sur des petits essais, quelques-uns de mes amis ici savent de quoi je parle, donc les écrits que je leur envoie, comment dire, les intéressaient beaucoup, et je recevais toujours des retours courts, mais très élogieux et tout, donc ce qui ne me convenait pas beaucoup, parce que moi, dans l'échange, j'aurais voulu qu'il y ait des retours un petit peu plus comment dire, moins lapidaires, c'est-à-dire, on peut écrire... moi, j'ai écrit, c'est une anecdote, j'ai écrit un SMS à quelqu'un qui m'est très cher, il n'y a pas très longtemps, et sur WhatsApp, j'ai écrit, je sais pas si ça faisait un long texte, et puis le lendemain, il me dit « Merci Mathias ». J'ai dit, tiens, 2 mots, j'ai dit, je vais compter, ça m'a donné l'idée de compter combien de mots je lui avais. J'avais vu, je crois, 172 mots. Ah, je dis quand même, tu es redevable de 170 mots, tu vois, donc c'est un peu ce style-là, donc aujourd'hui, donc l'écriture pour... J'ai eu des tentatives, il y a très longtemps, mais elles n'ont jamais abouti. Je ne suis jamais arrivé à... c'était un peu ce qu'on appelle, comme ça trivialement, le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire on commence une phrase, majuscule, on n'arrive même pas au point, on n'arrive pas à terminer la phrase, donc du coup on abandonne. Je crois que la déambulation, c'est une véritable révélation pour moi de mes aptitudes de pouvoir écrire. Donc aujourd'hui je le dis franchement sans prétention aucune, hein, donc voilà, j'ai combien de livres, il est là. Donc, et depuis, en fait, j'ai toujours cette disposition de la facilité à mettre des phrases en branle comme ça, l'une derrière l'autre, qui s'articulent d'une manière convenable. Je suis un peu un intégriste des mots, parce que maintenant j'écris mes SMS et tout le monde me reproche de faire des phrases bien écrites, majuscules, points, des trucs comme ça et tout. Mais ça,
Pas que je ne peux pas je ne peux pas y échapper, je pourrais y échapper, mais je refuse de m'y échapper. En fait, je voudrais que ça continue comme ça. Toutes les personnes à qui j'ai écrit des SMS lisent des phrases courtes, bien structurées, très faciles à lire et qui disent beaucoup de choses. Donc certains reconnaissent un peu ce style-là. Donc bon, c'est mon envie aussi de continuer à faire comme ça et de ne pas tomber dans la facilité du SMS, t'es qui toi, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est voilà. Oui, Voilà, bonjour Mohamed, en tout cas, merci pour ta présentation. Déjà, tu étais au courant, je t'ai envoyé mes premières impressions, donc je vais les partager avec tout le monde. Donc, ton livre, personnellement, m'a non seulement intéressé, m'a pris tout le corps et surtout m'a déconcerté. Tu vois, j'étais obligé d'écrire, de prendre des notes. Donc, une déambulation dans l'espace, dans le temps, la navigation entre le passé, le présent et surtout l'avenir. Pour moi, personnellement, cette déambulation a été déroutante. Voilà, je t'ai envoyé le parcours qui est mien, mais là, je veux juste les faits historiques de ton livre est plein de faits historiques et culturels. Pêle-mêle, je te les donne, et je les partage. Un livre très attachant, comme le sont les différents personnages. Tu viens d'en parler, Marc, toi-même, toutes les personnes, les parents, les grands-parents, les coopérants. On a eu le même parcours. Hein. L'attachement à l'amour de l'autre et surtout de la haute considération pour autrui. Ça, j'ai retrouvé ton attachement à la personne, à l'humain. La description de deux mondes opposés, mais ayant les mêmes similitudes. Les difficultés à joindre les deux bouts, on est paysan, fiers de l'être, nos parents, et après on a vécu, on s'en est sorti par la formation, et surtout, domination de l'homme, le patriarcat, qui en fait référence, et le poids des traditions. Les traditions kabyles, c'est terrible. La dénonciation du système, là aussi, le système actuel, 62, avant 62, après 62, c'est pire. La gestion chaotique de la crise, toutes les crises. La dernière crise est pire. La crise du Covid, je n'en parle pas. Et ça continue. Le dilemme culturel, le déracinement des acteurs entre deux cultures et entre deux histoires, c'est la nôtre. Personnellement, je me retrouve. L'histoire d'exil et de rupture. On est exilé, il y a une rupture, un choix de vie pour s'en sortir. C'est ce qu'on a fait. Donc, pour finir, je voulais te remercier et surtout te féliciter pour ton labeur, car j'imagine que ce travail, tu viens de le dire, de mémoire, n'a pas été de tout repos. À ton travail de recherche, tu as ajouté une touche, surtout de poésie. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup chaud au cœur. Alors, je terminerai par une chose, et je l'ai écrit, donc je ne te tiens pas, c'est-à-dire ce n'est pas une surprise pour toi. Je voulais te poser une question, et je t'avais écrit, quelle différence y a-t-il entre épicurisme et hédonisme? Merci. Oui, non, je réfléchis pour essayer de trouver des mots justes et faciles, parce que c'est un large débat, parce que c'est hautement philosophique, donc les deux se rejoignent en fait, ils se rejoignent, parce que l'un a travaillé sur l'autre, je crois que c'est l'hédonisme et voilà, je peux me tromper, quelqu'un peut-être peut me corriger, c'est inspiré de l'épicurisme. Et l'épicurisme, c'est la proportion qu'on a tous à jouir de la vie. En fait, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu, toi qui es psychologue, qui touche un peu à la philosophie, non? Oui, vas-y. Juste après, enfin, pour te dire, Oui. je t'ai averti, donc je voulais te poser la question, Oui. mais je suis allé sur Internet pour trouver la réponse. Oui. Donc, je lis. Hein. L'épicurisme est un courant de philosophie occidentale ayant pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. C'est une doctrine matérialiste et atomiste qui peut être soit qualifiée d'hédonisme raisonné, soit
d'hédonisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hédonisme. L'hédonisme, du mot plaisir et du suffixe ismos du grec, est une doctrine philosophale selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance constituent le but de l'existence humaine. Elle est revendiquée de manière absolue par le cyrénaïsme. En fait, on pourrait résumer, c'est un système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Oui. De mémoire, j'en ai parlé je crois que j'en ai parlé dans le premier épisode donc sur Victorine où justement la question elle se posait, où Marc refusait de se définir un peu trivialement, très rapidement, d'hédonisme, parce que l'hédonisme c'est la satisfaction des besoins, mais sans tenir compte de la souffrance qu'on peut induire chez l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un, mais l'aimer jusqu'à le faire souffrir s'il faut. Lui, il se refuse de ça. Donc pour lui, c'était ça un peu l'épicurien. Être épicurien, c'est aimer jouir de la vie de tous les jours, aimer bien manger, aimer faire l'amour, aimer donc voilà, c'était ça. Et avec Victorine, Marc, dans la relation, je reviens un peu au premier chapitre, si vous voulez, avec Victorine, je voulais faire l'éloge de l'amitié, en fait, l'amitié au-dessus de tout, même au-dessus de l'amour, des amours charnels, de tous les amours. Parce que l'amitié, pour Marc, bon, on pourra dire pour moi aussi, pour Marc, c'est le sentiment qui transcende de tout. C'est-à-dire qu'on peut aimer sans être entravé d'abord, et sans être avec beaucoup de désintéressement, contrairement à l'amour où on est attaché à quelqu'un, on peut être attaché sur le papier, l'acte de mariage, des trucs comme ça, donc ne pas tromper l'autre, donc il y a plein de choses. Et Marc et Victorine, dans leur première rencontre, ils commençaient à avoir de l'émoi amoureux entre eux. Bon, lui, il était plus ou moins libre, mais elle était mariée, elle avait 2 enfants. Et à un moment donné, Victorine, qui tenait beaucoup à la relation, à entretenir et à aller aussi loin que possible dans la relation amicale avec son ami Marc, elle voulait rompre la naissance de ces émois-là qui étaient ressentis par elle et ressentis par Marc, et elle lui a présenté en fait son mari pour essayer de lui faire comprendre que de manière indirecte, voilà, je tiens à toi, mais je tiens aussi à ma famille. Et Marc, dans sa réflexion, il a dit, comme il commençait à aimer Victorine, mais et c'est là qu'il a pensé, c'est lui qui le disait d'ailleurs dans sa pensée d'hédoniste, il refusait l'hédonisme en fait, parce que l'amour qu'il avait pour cette femme et qu'il voulait construire et mener jusqu'au bout, il consentait à le freiner, à l'arrêter pour ne pas faire, parce qu'il savait que si elle allait jusqu'au bout, il ferait mal certainement à Victorine, et il voulait garder la relation amicale avec cette femme. Donc, et c'est dans ce sens-là que j'avais parlé un peu de ces 2 formules, enfin de ces 2 aspects philosophiques, donc qui sont un peu de la philosophie gréco-romaine, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. D'autres questions? Mohamed. Oui. Voilà, donc, cher Mohamed, moi je ne découvre pas en toi l'écrivain. Je le pressentais quand même depuis qu'on se connaît ces dernières années, que je voyais un peu la profondeur que tu peux signifier en parlant peu, mais tu le signifiais. Donc, je n'étais pas totalement étonné, si tu veux dire. Mais par contre, déjà je l'avais remarqué dans les articles que tu écrivais, une qualité d'écriture en français qui est vraiment parfaite, ou presque parfaite, totalement, parce que trop peu de gens maintenant font attention. Si c'est Ahmed qui le dit, c'est que c'est vrai. Non, mais moi je ne peux pas, comment dire, vraiment avoir la prétention de, mais comme, oui, mais je tiens, c'est vrai, je tiens à la bonne rédaction, je tiens aux virgules, au point tant que possible, à la majuscule, à la phrase bien construite et évidente, pas seulement
des petits mots par-ci par-là, d'où un peu nos contrariétés par rapport à ce qui se fait sur les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça. On est souvent un peu... par exemple, les jeunes qui vous envoient une lettre de motivation pour un emploi, et il faut reconstituer le texte pour retrouver un peu le message qu'ils voulaient y mettre ou la connaissance de la personne. Ça m'a toujours un peu fait mal. Mais je reviens à toi. Donc je pensais bien que tu maîtrisais déjà l'expression écrite du français, du bon français, et la fluidité, et le sentiment que tu pèses quand même les mots, qu'ils ne soient pas, comment dire, un peu trop lourds dans la phrase ou dans l'environnement textuel. Je le sens beaucoup en ayant lu le roman aussi. Et ça, c'est quand même formidable quand on a cette capacité qui se bâtit sur des compétences, certainement, de formation littéraire et linguistique suffisante. Et c'est ça qui donne de la valeur quand même aux écrits. Voilà, je reviens maintenant. Et le titre, il est bien trouvé. Il est bien trouvé. Tu t'es promené, tu nous as fait promener entre les territoires, enfin les lieux, entre les personnages, entre les problèmes sociaux, économiques parfois, et psychologiques, avec vraiment une agilité, je trouve, en suivant. Bon, bien sûr, tu as choisi le narrateur pour un peu parfois rendre cohérent le parcours de Marc, mais Marc, il est plein de contradictions, mais c'est lui quand même, on dirait cohérent en soi avec ses contradictions, parce qu'il est à la recherche. Il continue de rechercher même à la fin du livre. Et là, je crois que c'est ton empreinte, c'est-à-dire toi, en tant qu'individu social, culturel, avec tout ton parcours, je pense que tu n'as pas cessé de rechercher le sens. Et tu continues encore à rechercher le sens. Et donc, c'est une attraction vers l'universalité. L'universalité, bien sûr, du sentiment humain, l'universalité des valeurs et des réflexions philosophiques, l'universalité de l'approche de cette réalité parfois difficile, contraignante, mais c'est toujours une recherche, finalement une construction de soi. Et je salue ça, parce que c'est pertinent. Je crois qu'on en a beaucoup besoin, même, il me semble, actuellement, bien plus que peut-être il y a 30 ans. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je t'encourage à continuer, parce que c'est formidable. Et puis, ce n'est pas que l'histoire de Marc, figure-toi, je prends recul. Je trouve qu'il y a une part, comme Kader l'a dit, il y a une part de mon histoire là-dedans. Parce que même les périodes, un peu les âges et tout ça, on dirait, moi aussi je me retrouve, quand j'ai atterri pour m'installer à Toulouse, beaucoup de circonstances, de rencontres ont eu lieu un peu comme ça. Hein, si je peux raconter, moi, ce que c'était Toulouse à la fin des années 70, tu vas trouver des anecdotes ou même des appréciations de la situation qu'on peut retrouver ou semblables dans le livre. Donc, c'est pas que Marc, c'est pas que toi, c'est beaucoup d'individus venus d'ailleurs qui s'installent dans un autre pays avec une certaine culture, disons, différente, mais il se trouve que le personnage de Marc, il est assis, si je peux dire, sur les deux cultures. Et finalement, j'ai dit qu'il a des contradictions, mais des contradictions de recherche. Mais son être à lui, il avance toujours. Il vit finalement assez bien en France, mais il est revenu là-bas. Il a retrouvé quand même des points d'accroche pour un peu retrouver ses parents, retrouver
sa famille d'avant, je crois que nous y sommes beaucoup d'entre nous comme ça. Hein. Donc c'est pour cela que c'est universel. Ce n'est pas que le cas d'un Kabyle, disons, d'un personnage d'origine kabyle qui est venu dans la région occitane. Non, c'est beaucoup, ça peut nous rassembler comme vision. Et puis il y a aussi une vision pour qu'est-ce qui peut arranger les choses pour l'humanité. C'est accepter tout ça et le partager avec les autres. Et c'est ce que signifie tout le parcours de Marc. Et puisque je reviens au mot déambulation, oui, tu nous as fait balader entre aussi un peu les appréciations ou les appréhensions philosophiques. Hein, il y a de toute philosophie là-dedans. Tu les as exposées, disons, dans un style quand même romancé et tout ça, mais c'est ça, parce qu'on est être humain, parce que nous sommes des êtres humains parce que nous pensons. Nous réfléchissons, nous agissons par rapport à ce qu'on a dans la tête, malgré toutes, parfois les apparences. Et donc c'est exactement ça. Voilà, moi je salue, je dis c'est formidable de partager ça en plus avec du public comme nous. Voilà. Merci Ahmed. Juste, je ne peux pas répondre, mais juste rajouter très peu de choses. C'est que l'universalité marque dans son parcours, dans ses réflexions, on exprime clairement. Marc n'est pas un Kabyle par exemple à Toulouse. La kabilité de Marc, elle n'est rien sans sa francité, par exemple. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, moi je prends un exemple tout seul, c'est que on revendiquait, fut un temps, une algérianité. Pour beaucoup, l'algérianité sans la kabilité, sans la mazérité, ce n'était rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être algérien si on nous extrayait de notre, de nos origines fondatrices, celles qui ont fondé notre nation, notre région. Aujourd'hui, pour beaucoup, pour ceux qui ont vécu assez longtemps en France, je ne parle pas pour les jeunes qui sont arrivés à très peu de temps, mais ceux qui sont, comme moi, depuis très longtemps, puis imprégné beaucoup de la langue française, de la culture française, de la culture européenne. Aujourd'hui, ma kabilité, elle n'est rien sans ma francité, ma francité, elle n'est rien sans ma kabilité. Donc, c'est peut-être ça l'universalité, c'est que je ne peux pas vivre avec l'une sans l'autre. C'est impossible. Donc, et c'est ça qui m'anime en fait dans ma vie de tous les jours, dans mes choix. Et je reviens à quelque chose qui sous-tend tout ça, c'est le concept de rupture. J'aime beaucoup parler de la rupture. Des ruptures qui sont... C'est pas rompre avec quelqu'un brutalement et puis lui faire du mal. Non, c'est rompre avec ce qui est pesant. On peut rompre avec la religion, on peut rompre avec ses parents, mais rompre avec ses parents, c'est pas les ignorer, c'est rompre avec ce qui peut être pesant dans le patriarcat, de refuser que le père impose son dictat sur les femmes, sur les enfants, et de ne pas avoir son mot à dire, rompre avec les dogmes de sa kabilité, de son algérianité. Aujourd'hui, quand vous dites, quand vous exprimez une partie de votre francité en tant que kabyle ou en tant qu'algérien, certains vous diront que vous êtes un vendu, vous êtes Hizb France, le parti de la France, parce que vous avez... il y a quelque chose de... Je crois qu'un individu, la déambulation, comme tu l'as dit, Ahmed, c'est pas rien. On est tous des gens qui déambulent sans arrêt. Et aujourd'hui, on ne déambule pas uniquement dans des espaces, on déambule dans un imaginaire. On passe d'une idée à une autre, on passe d'une maison à une autre, on passe d'un lieu à un autre. Donc, et c'est ça qui peut peut-être faire le fort de l'être humain, de l'homme et de la femme. C'est ça qui nous conforte, c'est ça qui peut faire de nous des êtres... Et de rester un être singulier aussi, de ne pas être un être amalgamé avec... d'appartenir à quelque chose, et si on refuse d'appartenir à cette chose, on n'est rien. Moi j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais pas un ami, c'est une connaissance, on faisait un 2A à l'ENSAT à l'époque ici, et
Et on parlait de la religion, de l'islam. Il n'y avait pas encore l'islamisme comme il est perçu aujourd'hui, mais il y avait quand même des prémices, il y avait quand même ça commençait déjà à émerger un peu. Et puis sur l'arabité, et quand le propos était sur l'arabité, qui sous-tendait l'islamité aussi, parce qu'on ne peut pas être arabe sans être musulman, et on ne peut pas être musulman sans être arabe. Donc il y a un peu cet amalgame-là qui fait qu'on s'y perd. On peut être arabe et pas musulman, hein. D'ailleurs on connaît des arabes qui ne sont pas musulmans. Hein. Et quand il voulait même poser un peu ce sujet et faire... il voulait m'amener à ce que moi je me déclare comme lui, donc avec une arabité affirmée. Moi je lui dis non. Moi je peux être algérien, mais je ne suis pas arabe. Mais j'aurais été arabe, j'aurais été fier d'être arabe aussi. Mais surtout je ne le suis pas. Donc ethniquement je ne suis pas arabe. Je suis berbère, je suis kabyle. Donc je ne me réclame pas de ton arabité à toi. Mais moi je ne te renie pas ton arabité si tu es bien dans la... Il me dit, eh bien, si tu n'es pas arabe, qu'est-ce que tu es? Vous voyez, donc, si je ne suis pas arabe, je suis rien, je suis le néant, tu vois. Donc, et moi, de tout temps, j'essaye de rentrer avec tout ça. Donc, les ruptures, pour moi, elles sont salutaires. C'est très souvent ça qui m'a guéri de toutes les souffrances que pouvait engendrer la séparation, l'exil, plein de choses comme ça. J'ai envie de rentrer avec quelque chose, et ce choix délibéré, consenti par moi-même, réfléchi, me positionne dans une situation où j'ai au moins un tout petit confort qui va m'aider à vivre, qui va m'aider à exorciser un petit peu tous les démons, tous les sons des sirènes qui me parviennent, qui veulent me rappeler à l'ordre. Je refuse chaque fois d'être rappelé à l'ordre parce que j'ai envie d'être un peu le maître de ma destinée. J'y arrive pas tous les jours, rassurez-vous. C'est pas vrai. Mais la notion de rupture, le concept de rupture est pour moi quelque chose de très, 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 très important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus. Intervenant sûrement. Hakim. Coucou. Si. Bon, moi, je peux d'abord Allez, féliciter encore une fois. Et moi, ce que on en a discuté beaucoup. En fait, la déambulation a été ponctuée d'arrêts des fois, où que c'était la réflexion philosophique qui prenait place. C'était la place de la femme. Et quand on parle de la place de la femme, il y a des fois des paragraphes, des passages où vraiment tu traites le sujet, mais sérieusement, sur l'identité de Marc et ses identités et les nôtres aussi. Parce que quand il retourne en Algérie, il aurait pu vivre comme n'importe quel coopérant. Mais il se trouve qu'à un moment donné, quand il allait demander la main de la jeune fille de la Géroise, il décide de retourner, faire venir son grand-père. Pour moi, du moins, avec des fois, ça m'interpellait, ça me plaisait, j'aimais le personnage qu'il était. Et j'ai pris quelques notes, mais j'ai pas l'habitude de parler comme ça quand c'est du monde, contrairement à toi. Ça aurait été autour d'une bière, j'aurais développé plus peut-être. Et puis tu disais aussi, Marc n'est pas moi. À un moment donné, moi effectivement, je te cherchais à travers Marc. J'avoue que des fois, je me disais c'est lui, je le suis. Et puis on le perd, c'est plus lui. Combien de Marc il y a en toi, ou combien de toi il y a en Marc? C'est-à-dire pour voir c'est quoi. Et si j'ai une autre question, pourquoi ce sujet, ou d'où est venue l'inspiration pour traiter vraiment ce sujet? Je sais que c'est un truc, c'est une thématique qui te tient vraiment à cœur, comme les ruptures. Donc voilà. Merci. Ben, écoute, toujours, je répéterai à chaque fois, je me refuse d'être prétentieux en fait. Donc c'est vrai que quand cette réflexion, je l'ai eue d'emblée, c'est-à-dire que moi je ne pouvais pas écrire, j'avais réfléchi longuement, je ne pouvais pas écrire un premier roman autre que la déambulation. C'est-à-dire c'est la première chose c'est cette thématique qui m'a le plus animé,
pour pouvoir, parce que c'est là où je me sentais en capacité de restituer des tas de sentiments, où je pouvais écrire et provoquer des réactions comme les tiennes ou comme celles des autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est un sujet qui ramasse beaucoup de choses, en fait. C'est un sujet qui ramasse beaucoup de choses. Donc c'est de là que m'est venue l'idée. Moi, je pense que maintenant, je peux écrire autre chose. Je peux écrire autre chose. Je m'y attelle, donc je sens que ça se structure et tout. Mais celui-là, c'est pour moi une ouverture. C'est-à-dire qu'il fallait que je l'écrive comme ça. Il fallait qu'il soit d'inspiration autobiographique, parce que c'est aussi une facilité, parce que il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, donc du coup je peux les restituer. Mais après, le roman, ce qu'il a d'extraordinaire, la manière, le roman en tant que technique d'écriture et tout, c'est l'une des comment dire, c'est l'écriture qui donne toutes les libertés, toutes les latitudes à celui qui écrit. Ce n'est pas un essai historique, ce n'est pas un livre technique sur l'électromécanique ou sur l'écologie. C'est une histoire romancée et on peut se lâcher. On peut se lâcher. On peut nous le reprocher, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tout le monde ne trouvera pas exquis ce qu'on a écrit, mais certains le trouveront. Donc, ouais, cette manière d'écrire est très, très. Pour moi, elle me libère beaucoup, donc elle me permet de dire beaucoup de choses. Quand on écrit les écrits politiques de ce que j'ai commis sur des articles que j'ai publiés, je suis obligé de me cantonner. Il ne faut pas que je sorte parce que quelqu'un peut m'apporter une contradiction, je peux me tromper sur un lieu, je peux me tromper sur une date. Donc ça, c'est. Mais un roman, non. Un roman, en fait, surtout quand on a un personnage qui s'exprime et le narrateur qui l'accompagne pour venir soit le contredire, soit renforcer ce qu'il dit, soit rajouter, ben, c'est là où on prend tout le plaisir, la liberté de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Après, Marc, en Algérie, à coopération technique, pourquoi en fait Marc ne voulait pas partir comme tous les coopérants. Beaucoup de coopérants n'ont pas choisi leur lieu de chute. Lui, il a choisi, mais il a espéré de toute son âme d'être. C'était son choix, c'était son désir de retourner, pas pour aller faire de la coopération technique, d'utiliser la coopération technique comme étant ce qui le conduirait vers son histoire, vers ses grands-parents, vers ses oncles, pour aller essayer de se réapproprier un peu une partie d'une kabylité qui était enfouie en lui, mais qu'il n'arrivait pas à exprimer parce que personne ne lui a appris à exprimer son côté kabyle. Donc Marc était un franco-français, c'est quelqu'un qui est né dans l'Algérie française et qui a vécu à Toulouse toute sa vie, donc qui s'est toujours exprimé en français, qui ne parle pas un mot de kabyle, ni d'arabe, ni donc voilà, qui lit, mais qui n'est pas imprégné des fondements de sa société originelle. Donc son père ne lui a pas transmis. Sa tante aussi qui vivait avec eux a tenté, mais sans trop y parvenir. Donc lui, le choix de retourner, et puis par bonheur, il s'est retrouvé à l'EPO, à l'école d'architecture de Maison de Harrach, donc lui étant architecte, donc c'était le bonheur total, donc de continuer à travailler sur l'architecture et d'utiliser son temps à se réapproprier un petit peu son histoire, à renouer avec ses grands-parents, se marier là-bas et tout. Donc voilà. Ben, moi, j'ai pas lu le livre, je suis désolée. Donc, en entendant le monsieur, il avait parlé de. Pardon, je l'ai acheté, ne vous inquiétez pas. Il a parlé du rôle de la femme. Donc, ma question est là, puisque je n'ai pas lu le livre, quel rôle ou quelle place vous avez donné dans votre livre à la femme spécialement? Puisqu'il a évoqué ce passage, je ne sais pas. Donc, le rôle que j'ai donné à la femme. Oui, dans votre. Voilà, en fait, moi, j'ai pas de. Ah, le statut, pardon, le statut, oui, effectivement. Oui, moi, j'ai pas donné de rôle particulier à qui que ce soit, à l'homme ou à la femme. Quel statut vous donnerez à la femme alors dans ce cas? Non, je parle des femmes comme moi je conçois une idée d'un partenariat avec une femme. Moi je suis avec Damien depuis 45 ans ou plus. Elle peut parler de notre relation. C'est-à-dire le fait de je ne décris pas je ne décris pas
C'est pas D'abord, ça. pour moi, la femme, elle est dans un environnement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extraite de... bon, après, il y a des... sur certains passages, bon, quand j'ai parlé un peu de... Bon, quand je parlais de Lucie, qui est la mère de Marc, qui est très très jeune, il avait lui que 10 ans, donc c'est une... j'ai essayé de lui attribuer un caractère un peu particulier de la bru, donc de la belle-fille. Je décrivais la relation qu'elle pouvait avoir avec une belle-mère kabyle qui ne parle pas français, mais qui arrivait à exprimer, qui arrivait à communiquer avec sa belle-mère sans se parler en fait, et qui était en communion totale avec cette belle-mère, et cette belle-mère lui renvoyait le même bonheur de cette expression muette, mais ô combien parlante, révélatrice de sentiments forts, voilà, d'empathie, d'amour. Donc ça, c'est une femme qui est comme ça. Donc c'est une femme qui s'est battue dans les années 50 pour se marier avec un Kabyle. Combien même lui, il était déjà ingénieur agronome, il était assistant dans un laboratoire, il était très reconnu. Elle n'était que laborantine. Dans la société de l'Algérie des années 50, tout ingénieur qu'Ali était, il ne représentait rien devant une laborantine ou une secrétaire parce qu'elle était française. Parce qu'il y avait un système de domination qui faisait que la société coloniale d'Algérie avait beaucoup de condescendance vis-à-vis des autochtones, donc elle les considérait comme des presque rien. Et Ali, tout ingénieur qu'il était, le père de Lucie, pour lui, il peut courir, hein, jamais il pourra épouser sa fille. Donc, c'est une femme qui a montré beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour imposer son mariage avec Ali. Donc, vous voyez que c'est important. Donc, je voulais montrer cet aspect-là. Je voulais montrer que Lucie, par son intelligence, a su transmettre à sa belle-mère, à la convaincre d'avoir une vie ou un comportement un peu différent, une attitude différente. Plus tard, quand elle sera belle-mère aussi, parce que la relation avec sa belle-fille, elle a beaucoup travaillé, entre guillemets. Donc, elle s'est dit, tiens, j'ai vécu, moi, en tant que belle-fille, sous les ordres de ma belle-mère, avec tout ce que ça la comporte comme lourdeur, et la relation qu'elle a eue avec sa belle-fille lui a fait comprendre qu'en fait, qu'il y a autre chose, qu'il y a un espace différent à conquérir et à pouvoir peut-être construire une harmonie dans sa propre famille, avec ses propres belles-filles. Donc ça, c'est aussi en relation avec la femme. Qu'est-ce que j'ai pu dire aussi après, il y a toutes les femmes qui ont jalonné le texte, Victorine, qui est pour moi l'intelligence dans son sang, qui a su, comment dire, préserver l'amitié qu'elle pouvait avoir avec un homme, alors qu'elle était mariée. Donc, pour moi, c'est très très important de dire ça, donc de transcender comme ça des choses qui peuvent être figées, mais qui, dans certains contextes, certains peuvent ne pas comprendre, ne pas imaginer qu'un homme et une femme peuvent être amis, mais pas forcément dans le même lit tout le temps, pas du tout. Donc, ouais, non, mais ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est très 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 compliqué. Donc ça, elle a su cultiver cette particularité qui a fait que son intelligence l'a poussé à mettre des jalons pour dire Marc, je t'aime bien, tu es un ami, mais je voudrais que tu restes ami très très longtemps, je ne veux pas te perdre, mais j'ai aussi un mari et des enfants et je veux aussi garder. Et mon équilibre, il est en gardant les deux, en étant ton ami, mais en étant aussi le partenaire de mon mari, amant, père de mes enfants et tout. Donc, oui, ça c'est aussi une intelligence qui transcende beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je veux dire sur les femmes la belle-mère, j'ai prénommé Wardia, donc Wardia, qui dans son, quand elle rencontre sa belle-fille, quand elle rencontre la belle-mère de son fils, donc c'est Gisèle, je crois que c'est ça. et donc,
elle se rend compte que cette femme, qui est quand même qui est l'épouse d'un haut fonctionnaire de l'administration française, qui sont même pas pieds-noirs, ils sont venus du pays catalan, donc ils sont installés. Donc c'est une femme qui a fait quelques études, donc qui est aussi dans un statut fabriqué pour elle, de l'européenne qui est là, qui peut être supérieure à tout le monde, et qui est en face d'elle. À un moment dans sa tête, elle s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui peut me différencier de cette femme-là qu'est-ce qui peut me différencier de cette femme qui, par préjugés, qui par beaucoup de choses dites comme ça, installées d'une manière définitive, parce que la société était construite comme ça, qu'est-ce qui peut me faire croire à moi que cette femme elle peut être supérieure à moi? Je la vois, elle ne parle jamais. Dès qu'elle parle, son mari, il l'attend, il la calme et il s'exprime à sa place. Donc, il y a aussi un échange. Elle n'a pas échangé verbalement, mais elle a mené une réflexion de se dire, tiens, moi, toute Kabyle qui descend du bled, et quand je prends le bus, je vomis mes tripes parce que je n'ai jamais voyagé, je ne marche qu'à pied, puis j'arrive à Maison Carrée, et je rencontre une femme qui est dite civilisée, parce qu'avant on disait comme ça, qui s'habille alors, qui est bien, une jupe, qui parle français, une langue qui est considérée comme celle, qui est d'abord celle du dominant, mais qui est aussi peut-être celle de l'intelligence, celle de beaucoup de choses installées comme ça, définitivement. Je dis, mais en fait, moi je ne m'exprime pas parce que si je parle en kabyle, personne ne me comprend à part mon mari, mais elle, à chaque fois qu'elle parle, son mari l'attend. Donc je voulais forcer un peu sur ce trait-là pour montrer que, en fait, l'intelligence, elle peut surgir de n'importe où, en fait. Voilà. Oui, Bonjour, monsieur Lebon. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. On se connaît à peu près de 25 ans. C'est vrai. J'étais agent de propriété et vous étiez mon responsable. Cher monsieur Lebon, vous vous dites, c'est hier soir que j'ai fini pour la dernière fois de lire votre bouquin, après minuit, et vous m'avez surpris, pas seulement avec ce bouquin, avec votre humanité, depuis qu'on se connaît. Tout ce que je peux vous dire, pas vous que me regardez d'autre façon. J'ai vécu 40 ans dans un pays communiste et 30 ans dans un pays soi-disant capitaliste. Mais je suis déçu par l'être humain. Le monde entier doit dire merci à l'Afrique, que c'est le berceau de l'humanité. Les premiers êtres humains sont nés là-bas. Mais cet être humain, peut-être que je fais partie aussi, c'est quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui au XXIe siècle. En réalité, il existe depuis des millions d'années, que c'est un être très, très égoïste. Un certain Homère, l'écrivain grec, disait que tous les êtres qui existent sur cette terre, aucun être n'est plus méchant que l'homme. Homère, il a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Un certain philosophe Schopenhauer disait que l'être humain est si méchant qu'il ne cède pas à aucun tigre, à aucun chien. J'ai essayé, monsieur Lebon, dans le prochain votre bouquin, de deviner cet être humain. Comment c'est possible que, après tant de millions d'années, on ait
cet état d'aujourd'hui. C'est vous qui dites dans votre bouquin que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai, mais un certain Alphonse Lamartine, je me suis mis parce que je ne peux pas tenir dans ma tête tout ça. Alphonse Lamartine disait, ignorant d'où je viens, incertain où je vais. Comment c'est possible au XXIe siècle, pas plus loin que ce qui se passe aujourd'hui à Russie, s'est passé il y a 100 ans minimum dans ces continents. Cher M. Legoum, quand j'étais au lycée, j'ai lu le roman de Balzac, Les illusions perdues. J'ai réussi à le trouver en français, en romani. Avec tous les regrets que je peux vous dire, là-bas, je l'ai lu, ici, je l'ai dit. Je répète, là-bas, j'ai lu les romans de Balzac, Ils ont perdu, ici, je l'ai lu. Je l'ai dit. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis déçu et des sociétés communistes où j'ai vécu 40 ans, et je suis déçu aussi par la société capitaliste où je vis depuis 30 ans. Comment c'est possible que dans ces pays, la France, avec une telle histoire, il n'y a pas de respect entre les gens. Il n'y a pas de la fraternité, il n'y a pas d'égalité. Un certain, je m'excuse, vous dites comme vous voulez, de me caractériser. Un certain, M. Macron, qui était arrivé président de la République française, je l'ai entendu et je l'ai vu à la télé, disait que dans ces pays, la France, des paysans à la retraite, plus de 30% touchent moins de 300 € de retraite par mois. Et j'ai un copain, soi-disant, que je ne peux pas comprendre du tout. C'est toujours le nom, c'est toujours un français, il s'agit de Bernard Arnault. Monsieur Legoum, je suis certain que vous connaissez aussi, cette année, il était première, pour quelques jours, pour quelques semaines, première fortune du monde. 175 milliards d'euros. Et comment c'est possible ça? Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être vous serez d'accord avec moi. Dans une société où il y a une société rigide, on dit que c'est une dictature. Mais où il y a trop de liberté, il y a de l'anarchie. Donc il faut quelque chose dirigé par l'État, mais dans pas n'importe quel État. Comment c'est possible? J'ai parlé d'un certain, peut-être vous me connaissez aussi que moi, les directeurs de la mission locale régionale où j'ai travaillé, pour laquelle j'ai fait le nettoyage. Comment c'est possible dans cette société, la France, avec une culture de siècles et de siècles, que l'école soit aussi chère? On disait que les pays communistes étaient des pays pauvres. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait des études gratuites à tous les niveaux. Par contre, à tous les niveaux, et ma femme qui est à côté de moi,
Elle a fait des études en informatique en Roumanie. Il faut conclure, monsieur Dupta. Tout de suite, tout de suite. Et comment c'est possible? L'école est aussi chère en France. Il n'y a pas d'égalité, ni entre les enfants, ni entre les hommes et femmes. Les salaires en France, c'est de 20% moins. S'il vous plaît, Oui, il faut oui, je conclure, le monsieur Dupta. Essayer de faire quelque Merci. chose dans les prochains Ok. romans, de donner des suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire, la société française d'aujourd'hui, pour une société plus juste. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, monsieur Dupta. Pas de réponse. Ouais, il y a l'autre programme. Ouais. Merci. Oui, d'abord je veux te remercier pour ce bouquin, donc, La déambulation. On en a parlé longuement depuis sa sortie. J'ai beaucoup aimé déambuler, moi. Des allers-retours des temps, je t'en ai déjà parlé. Aller, revenir. Moi j'ai adoré ça. C'est une gymnastique de l'esprit et c'est formidable. J'avais juste une question. Je t'en avais pas parlé auparavant. Je préfère la poser dans un cadre plus officiel. Enfin, l'ami il va me serrer après, c'est pas la même chose. Et donc, je me disais, vu que cette déambulation était entre deux cultures, il y avait une interculturalité, hein, donc France, Algérie, mais aussi entre deux contextes, Algérie française et Algérie indépendante, et France. Voilà, il y a deux espaces géographiques dont l'un était mitigé, hein, qui a vécu l'Algérie française, mais qui est devenu indépendant, et après deux cultures, la culture algérienne, et puis spécifiquement le kabyle, et la culture française. En même temps, j'ai vu toute l'historique que tu as posée, hein, entre l'histoire dans des années 30-40 avec les grands-parents de Marc, et après le contemporain avec le café littéraire qui se déroulait tous les mois, il me semble, c'était une fois par mois, hein, si je ne me trompe pas, et qui reprenait un peu ce qui se passait maintenant, avec tout l'aspect de la décennie noire, terrorisme, etc. Donc je me disais, ta posture, toi, à ce moment-là, comment tu arrivais à trouver cet équilibre entre ces deux périodes, l'Algérie française, même si on ne le voyait pas, on voyait la différence, tu viens d'en parler, hein, la différence entre les statuts de l'indigène et les statuts du colon, mais on ne voyait pas la guerre, on ne voyait pas une guerre. Et moi je posais la question, pourquoi la guerre ne ressortait pas à ce moment-là avec les familles à ce moment-là, pourquoi elle n'est pas posée en tant que guerre? Donc c'est ma première question. Et comment toi tu trouvais ton équilibre entre cette période-là et ces deux cultures-là? Voilà. Oui, c'est vrai, donc dans la période coloniale, donc dans mon récit, je parle des années 30 jusqu'à 62, donc c'est toute la période où la guerre était présente. Moi, sciemment, je ne souhaitais pas rentrer dans le contexte de la guerre avec toute sa violence. Mais pour moi, il était plus insidieux de tracer fortement les contradictions que vivait la société autochtone et la société coloniale par la condescendance de l'une sur l'autre, donc la situation de domination du dominant et du dominé, elle était présente dans le récit. Et pour moi, ça suffisait en fait, parce que dans un roman, on n'est pas obligé, on est dans une période, on n'est pas. Moi, je ne me sentais pas obligé de restituer complètement tous les aboutissants de l'époque. C'est-à-dire que ceux qui lisent et qui connaissent l'histoire de la connaissance savaient que il y a beaucoup de récits qui se déroulent en Algérie avant 62, où on ne parle pas beaucoup de la guerre. C'est-à-dire que mon sujet, c'était pas la guerre, c'était pas la guerre, c'était la guerre, c'était le résultat
de cette domination insupportable. Donc du coup, c'est les traits qui pouvaient donc me ramener donc à mieux décrire ces contradictions qui étaient le plus importantes pour moi. Et après, bon, l'espace algérien, venir en France, ça c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses, parce que c'est un peu l'histoire de tout le monde. Et beaucoup de personnes qui ont déambulé comme Marc, qui ont fait vécu des transitions plus ou moins heureuses en fait, même si le mot heureux peut être contradictoire dans mon propos par rapport à la difficulté de l'époque, par rapport à la lourdeur de l'époque, par rapport à la souffrance. Mais de décrire ce que tu demandes, c'est d'écrire un autre roman en fait. C'est d'écrire un autre roman. Le mien, je ne voulais pas qu'il soit imprégné et peut-être parasité par la violence de la guerre. Je ne voulais pas. Il y avait beaucoup de violence. Marc a subi la violence du décès de sa mère, et de l'exil aussi de ses parents, et puis la souffrance d'être dans une recherche de quelque chose dont il ignore en fait les aboutissants, il ne sait pas exactement. Donc, toutes ces souffrances, je voulais qu'elles émergent par rapport à la souffrance que pouvait provoquer la guerre. Voilà, c'est un peu ce qui a motivé mon choix. C'est comme un choix éditorial en fait. On écrit, on a envie de se lancer sur une direction, mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas l'unique, c'est peut-être pas la meilleure aussi, mais c'est celle choisie par l'auteur qui veut écrire, et c'est celle que j'ai choisie, que j'assume aussi. Et je réponds, comme je te réponds aujourd'hui, donc tu vois, c'est pas un oubli, c'est pas un effacement, mais je pense que si j'avais parlé de la guerre à l'époque, Marc et son père ne seraient pas venus en France, donc ça aurait peut-être créé un chamboulement dans la vie des gens qui ferait que peut-être que la partie française de Marc n'existerait pas. Tu vois, donc il y a plein de suppositions, mais ça reste un roman, ça reste une histoire inventée, qui est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être. Je ne pouvais pas l'écrire autrement, donc du coup c'est comme ça. Hein, je veux dire, quelqu'un d'autre écrirait différemment certainement. Ou si demain j'aurais écrit sur cette période-là, je parlerais peut-être de la guerre. Mais mon deuxième roman est beaucoup sur la guerre, il se situe à Alger dans les années 50, pendant la bataille d'Alger, donc là j'insiste beaucoup. Et c'est un roman aussi qui est dans un contexte historique bien particulier, violent, et qui fait émerger de la psychologie humaine et de la souffrance et tout, donc qui répondrait un peu à ta question. Mais celui-là, il est sciemment plongé dans une période de trouble de l'histoire de l'Algérie et de la France. Tu vois, donc alors que là, je ne voulais pas m'apesantir du poids très très lourd de la guerre. Ça m'aurait certainement orienté vers une autre narration. Si je peux ajouter quelque chose, moi j'ai pu de toute façon, excusez-moi, je fais une minute. J'ai retrouvé ce choix dans la page 78. Je vais vous lire exactement le petit passage qui explique, pour moi je pense, le choix de l'auteur, ne pas rentrer exactement dans le côté de la guerre et du conflit entre la France et l'Algérie. Je lis ces passages. Les subsursauts de l'histoire, comme à la France et à l'Algérie, colonisation, décolonisation, mouvement migratoire, ont fondé une société française nouvelle, caractérisée et amalgamée par l'histoire commune. Avec l'histoire, il serait chimérique de faire de l'Uchronie et de s'entêter dans cette posture révisionniste qui se nourrit du déni perpétuel. On ne peut jamais faire comme si l'histoire ne se répète pas, et l'Uchronie est une vue de l'esprit pour la revisiter et à la dérouler selon ses propres envies. Imaginons, c'est cette phrase qui est importante ici, imaginons si la France n'avait jamais colonisé l'Algérie. 3 points. De cette possibilité pourrait démarrer une imagination débordante où la narration romanesque pourrait subjuger le lecteur. Seul un romancier peut se permettre cette liberté de revisiter l'histoire et de construire une autre que seule son imagination peut concevoir. Donc je ne sais pas si je ne me trompe pas, est-ce que c'est quand vous dites imaginons si la France n'avait jamais colonisé l'Afrique.
Ouais, j'étais exactement en concept de l'Uchronie. L'Uchronie, c'est un mot nouveau, en fait. Enfin, nouveau, parce qu'on ne le trouve pas dans les vieux dictionnaires, mais on le trouve dans les dictionnaires contemporains. Ça peut être peut-être un peu l'opposé de l'utopie, mais c'est pas tout à fait ça aussi. L'Uchronie, c'est dérouler l'histoire à partir d'un fait qui ignore l'histoire, en fait. On va dire, tiens, si De Gaulle n'a pas existé, est-ce qu'il y aurait eu l'indépendance de l'Algérie? Est-ce que si De Gaulle n'avait pas existé, est-ce qu'il y aurait eu l'appel du 18 juin? Et puis après, on peut dérouler une histoire théorique comme ça, et puis à la limite, on supprimerait la guerre mondiale, on supprimerait peut-être plein de choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là, en fait. Donc, après, je reviens toujours à que dans un récit romanesque, ben, l'auteur il a le choix d'écrire comme il a envie, comme il ressent les choses, il ne peut pas tout aborder, c'est impossible, parce que sinon ça ferait une saga de plusieurs temps, mais c'est pas mon but. Moi, j'ai pas les capacités d'écrire ça d'abord, et puis c'était pas mon choix d'écrire dans ce sens-là. Voilà, donc tout simplement. Humblement, c'est Ahmed, non? Non, juste pour ajouter à ce que tu as dit, que la guerre n'a jamais fait de bonne littérature. Il faut voir un peu ce qu'on a lu, ce qu'on lit. Le récit d'une guerre, il appauvrit la littérature. Parce que là, tu es obligé soit de rapporter un témoignage, mais un témoignage avec la violence et les faits, graves qui se passent comme si tu étais présent. Ben, c'est une autre littérature, ça. C'est le récit, c'est, disons, un peu l'historien qui peut se consacrer à ça, ou le journaliste. Ce n'est plus la littérature romancière. Donc, par contre, les effets de la guerre sur les personnages de littérature, oui, il y en a partout, de ceux qui ont connu ça, notamment par rapport aux Juifs sous l'occupation. Oui, c'est les effets sur les êtres humains, sur la société. Oui, ça fait de bons romans. Donc, je ne sais pas, parce qu'en plus, pour décrire des actes de guerre, vraiment, il faut être bien renseigné, vérifier les renseignements, quand est-ce à quel moment, qui était présent, comment, et tout ça, pour que tu puisses asseoir un peu ton récit, ce qui n'est pas de la bonne littérature. Je reviens à ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous voyez, quand la littérature tend à être quand même une expression et un besoin, j'allais dire, universel, on peut retrouver dans toutes les expressions linguistiques du monde un peu cette... par exemple, ça m'a fait penser à Al-Ayyam. C'est le roman, on peut dire roman, biographique, pas autobiographique, mais biographique de Tarassim, l'Égyptien. C'était un moment un petit peu de bouleversement de la littérature arabe dans ce pays. Et Ayyam, c'est raconté un peu, un peu de cette façon. C'est des faits que ces personnages vivaient dans le Caire, les contradictions, des sentiments, des rapports un peu entre l'autorité qui était anglaise aussi et, disons, locale du Caire, et tout cela raconté un peu de cette façon, mais avec aussi une réflexion philosophique. Voilà. Merci. Pas de quoi. Oui, j'y ai pas pensé au début, donc tu as fait un clin d'œil sur le bouquin, tu en as parlé, sur Toulouse, qui est notre ville, parce que je m'y inclus là-dedans, notre ville d'adoption, parce que moi aussi je me présente en tant que Toulousain d'adoption. Question, est-ce que tu souhaiterais, est-ce que tu penses plutôt éditer ce bouquin au Bled, en Algérie? Auquel cas, ça serait intéressant de faire un clin d'œil à nos montagnes de Kabylie ou au quartier de El Harrach, Maison Carrée, ou à Bourlinguer, Marc et toi et moi et tout ça. Voilà. Merci. J'y
pense, mais c'est pas quelque chose qui m'anime plus qu'autre chose en fait. Dans les 10 éditeurs à qui j'ai proposé mon roman, il y avait deux éditeurs algériens. Donc il y a un qui m'a répondu très gentiment. C'est une dame, c'est la directrice de Barzac, donc Salma Hayek. Je connaissais par l'intermédiaire des mails, donc je correspondais avec elle, je lui commandais des livres, elle me les envoyait. Donc elle m'a répondu tout simplement que la situation d'édition à Alger à l'époque elle était catastrophique, qu'elle ne pouvait pas se permettre de me proposer des livres pour un primo-écrivain inconnu et tout, donc c'était pas très très porteur pour eux et c'est très intelligent comme réponse, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai les éditions Casbah qui m'ont répondu d'une manière un peu lapidaire et je me suis rendu compte qu'en fait ils n'avaient même pas lu le manuscrit, parce qu'elle m'a répondu sur un aspect du livre qui était presque une anecdote et elle a axé un peu, je l'ai d'ailleurs le mail, je l'ai gardé, elle a axé un peu son refus et la motivation de son refus sur le peu qu'elle avait lu et qui n'était pas déterminant dans le livre. Donc, après, je sais que c'est très très difficile d'éditer en Algérie aujourd'hui, c'est pas le fait de le vouloir ou de ne pas le vouloir. Pour le moment, moi, je ne suis pas animé par ça, j'ai pas envie d'aller contacter des éditeurs algériens. Je pourrais le faire aujourd'hui parce qu'en fait, le contrat que j'ai avec les éditions Sidney Laurent, c'est un contrat d'une année, donc je suis libéré du copyright, donc le manuscrit m'appartient. Aujourd'hui, je peux en faire ce que je veux. Je n'ai même pas demandé l'autorisation de l'éditeur. C'est un contrat qu'on a voulu comme ça, d'une année. Donc, moi, si quelqu'un, toi qui pars souvent en Algérie, si tu peux contacter des éditeurs là-bas et qui sont intéressés pour lire mon manuscrit, je peux l'envoyer. Mais moi, je ne ferai pas la démarche d'aller l'éditer en Algérie. Comment te dire, c'est un peu égoïste de ma part de dire ça, mais ça ne m'a pas. Personnellement, je ne pense pas tirer un profit, pas du point de vue pécuniaire, parce que si un éditeur voudrait me prendre en Algérie, je suis prêt à lui céder mes droits d'auteur, rien que pour le publier, pour te dire que ce n'est pas l'argent qui m'anime. Donc, mais je ne vais pas faire la démarche d'aller éditer en Algérie. Moi, je suis aujourd'hui. Moi, ça fait 34 ans que je suis pas parti en Algérie, donc l'Algérie pour moi, c'est plus un récit qu'une terre. Donc, je perds de plus en plus mes attaches avec ce pays. Donc, c'est comme ça. C'est bien ou c'est pas bien, je ne cherche pas à savoir. J'inscris ma trajectoire plutôt dans la société française. J'écris en français. J'écris plutôt je cible pas mes lecteurs en fait. Je ne sais pas qui va me lire. Ce serait prétentieux de dire je vais écrire pour les Français ou pour les Algériens ou pour les Kabyles. Non. J'écris, puis les gens qui ont envie de me lire s'approprieront le livre, le liront, le trouveront bien ou pas bien, ou moins bien ou pas bien du tout. Voilà, pour être bref, c'est pas dans mes projets. Et puis c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut prendre attache avec quelqu'un, il faut y retourner, il faut aller rester un temps là-bas, il faut faire la promotion, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas envie. C'est pas que je ne peux pas faire, que je n'ai pas envie de faire. C'est aussi clair que ça. Hein? Après aussi, peut-être au fond, vous voulez que la déambulation ne s'arrête pas, c'est-à-dire le fait de l'éditer en Algérie, c'est lui donner aussi c'est un petit peu, là je fais le parallélisme entre, oui, c'est le retour de Marc peut-être, voilà, par rapport à l'histoire de Marc dans le livre, mais aussi là je parle de livre aussi voilà, physiquement, hein, c'est-à-dire de l'éditer en Algérie, mais aussi c'est comme si cette déambulation prendra fin, c'est-à-dire sans fin. C'est-à-dire le roman s'arrête là avec son édition en Alger peut-être. Voilà. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de suite, hein, donc c'est pas une saga. Donc je ne vois pas l'intérêt, puis je préfère plutôt passer à autre chose. Mais beaucoup m'en demandent, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Tous les gens que j'ai informés en Algérie, ou en écrit, de la sortie de mon écrit, m'ont posé cette question. Pourquoi tu ne viens pas éditer ici? Pourquoi? Comme on dit en Kabyle, il y a une expression en Kabyle, on dit Nasser Rabbi, pourquoi? Demande à Dieu pourquoi. Eh bien, il ne te répondra jamais, tu vois. Alors, on se pose toujours la question pourquoi? Ouais. Oui, Amara. Merci. Ça tout de suite un peu à la question
Micro. À la question de Kader. En fait, j'ai relu le livre. Dès le moment où j'ai su que j'allais être là aujourd'hui, je l'ai relu complètement, j'ai pris un peu de temps. Et là, non seulement j'ai trouvé un travail romanesque, d'accord, mais j'ai encore retrouvé un peu plus ce travail, comment dirais-je, de mémoire sociale ou je ne sais pas, anthropologique, qui est évident, et la mémoire des territoires. Pour moi, ça dit beaucoup, je dirais pour notre génération. C'est-à-dire, je me retrouve complètement, quand en parlant de mémoire sociale, quand tu parles de la coopération technique. Ceux qui n'ont pas connu la coopération technique, notamment j'étais dans le supérieur, parce qu'elle est différente par rapport à la coopération technique qu'il y avait eu dans le secondaire et le collège, n'imagine pas qu'en fait, on avait certes des enseignants, mais qui étaient après, sont devenus nos amis. Donc, ce qu'on décrit, que tu décris à travers Marc, c'est, comment dirais-je, ça se ressent, pour moi en tant que, parce que j'ai vécu ça, mais un second lectorat dira, mais c'est quoi ça? C'est pour cela que peut-être l'édition en Algérie ferait beaucoup plaisir, il serait lu avec plaisir par certains de notre génération, c'est-à-dire des nostalgiques, c'est-à-dire de cette période qui a disparu. Voilà. Je ne vais pas répondre à Amran, mais je vais juste dire à tout le monde qu'Amran est cité dans le... C'est un ami que j'aime beaucoup, et je le remercie parce que c'est lui qui m'a aidé à le corriger dans un premier jet avant qu'il soit corrigé définitivement par le correcteur de l'éditeur. Donc voilà, c'est numéro. Oui. Nawel, c'est ma fille. Je connais pas. Elle va dire beaucoup de bien de son papa, merci d'avance. Elle on peut rigoler, non? Non, détends l'atmosphère. Là, ta femme et tout le monde le sait bien. Bon, effectivement, je suis sa fille. Bon, du coup, moi, je ne me retrouve pas à travers l'Algérie, à travers la Kabylie, tout ça. Parce que je suis née en France et que j'ai pas eu... je n'ai pas trop été en Algérie. Par contre, bon, je me retrouve à travers pas mal de valeurs, de choses qu'on a reçues à travers l'éducation, que tu nous as transmises. Je dis nous, il y a mon frère devant moi, mais bon, on ne s'est pas concerté. Hein. C'est vrai, je vais plutôt parler à mon nom. Donc je l'ai lu. Alors moi j'ai beaucoup déambulé à travers les pages parce que au niveau des 2 premiers chapitres, j'ai eu du mal à me dire que tu ne fais pas une autobiographie. Pourtant tu me l'as répété plusieurs fois au moment où tu écrivais. Tu me disais non, je ne fais pas d'autobiographie, je n'ai pas la prétention de vouloir écrire ma vie, je ne veux pas faire ça, mais bon. Je pense qu'on t'a tous cherché, et puis comme tu as si bien dit, il y a des moments où on te retrouve un peu, et à un moment donné, on sait que c'est pour toi. Mais bon, voilà, c'est un peu traître quand même. Donc après, il y a aussi le fait que, bon, il y a des... Alors moi, en plus, contrairement à toi, je ne lis pas beaucoup. Je ne lis pas du tout même, sauf au travail, parce que je n'ai pas le choix. Mais... Donc j'avais aussi perdu l'habitude de lire. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps à travers les 2 premiers chapitres. Par contre, voilà, j'ai retrouvé beaucoup de valeurs que tu m'as transmises tout le long de ma vie, de mon éducation, et beaucoup de récits que toi et maman vous nous avez racontés depuis qu'on est petit. Donc un peu votre histoire de ton enfance. Que tu nous as raconté, que ma tante aussi qui est avec nous nous a raconté, que mon grand-père nous racontait aussi. Donc ça c'est des choses qui étaient quand même assez familières. Il y a aussi certains récits qu'on a pu voir par rapport à votre au moment où vous êtes venu en France. Donc il y a des choses qui m'ont permis de me rappeler, parce que c'est vrai qu'aussi les souvenirs s'éloignent,
des choses que vous nous racontiez que vous racontiez quand on était un peu plus jeune, et là qui sont revenues et qui nous permettent aussi, qui m'ont permis aussi de me dire, ah ben tiens, tu vois, ça fait partie aussi de l'histoire de nos parents qui ont immigré, qui sont venus là et qui ont vécu ces choses-là, parce qu'on a tendance à oublier aussi. Nous, on est issus de cette famille, on est né en France, on n'a pas du tout le même vécu que vous. On entend parler de certaines situations, mais on ne sait pas du tout en fait ce que ça représente. Et puis bon, on a aussi cette communication autour de ces sujets-là qui est peu fréquente, parce que on a tendance à parler d'autres sujets de la vie, mais bon, le récit de nos familles et de nos histoires, ce sont des sujets qu'on a pratiquement peu de temps pour aborder. Donc c'est un peu, ce livre pour moi, il représente un peu, on va dire, l'héritage de ton histoire, de tes valeurs, de l'éducation. C'est un livre que je vais relire parce que alors, ça va me permettre aussi de me remémorer tout ça, et que je vais pouvoir aussi transmettre donc à Edem, mon fils, pour qu'il lui aussi puisse s'imprégner ces choses-là, et puis j'espère aussi aux générations à venir. Donc après, tu as dit au début de la conférence que peut-être qu'on allait en surprendre quelques-uns. C'est vrai, moi je suis un peu comme Ahmed, je n'étais pas vraiment surprise du fait que tu écrives un livre, parce que bon, je fais partie des personnes qui savent comment tu écris. Bon, je travaille avec toi, donc je sais que tu écris bien. Tu as une belle plume, une belle syntaxe, tu as toujours les mots justes. Tu as aussi le vocabulaire qu'il faut, et puis bon, c'est vrai que je fais partie des personnes qui peuvent témoigner que tu es un grand lecteur, ce qui te permet aussi, et qui t'a permis aussi d'enrichir le vocabulaire. Et je pense que j'avais aussi un peu cette crainte, alors je fais des liens, je ne sais pas si on arrive à me suivre, mais j'ai rien préparé. J'avais un peu cette appréhension que tu utilises du vocabulaire un peu trop inaccessible. Et finalement, ça va. Parce que je me suis dit, je vais peut-être le lire avec un dictionnaire à côté. Et bon, il y a quelques mots que j'ai quand même que j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire parce que j'avais peur de ne pas bien comprendre tes idées. Donc ça m'a permis d'apprendre quelques mots. Mais au final, voilà, je retiens un récit qui me rappelle de tes souvenirs à toi, parce que ce ne sont pas les miens, qui me font me remémorer et mieux comprendre ton histoire, et celle de maman aussi, parce que finalement, elle est quand même assez commune. Et qui va permettre aussi à nos futures générations de leur donner, de leur montrer ce que vous avez vécu. Voilà, donc merci pour ce livre et pour cet héritage et pour tout le travail que tu as mis dedans. Voilà, et bravo. Merci pour ton amour. C'est ça? Ah non, ça y est. D'autres intervenants? Ouais, il y a le... Bon, alors, bonjour à tous et à toutes. Bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude non plus de prendre la parole. Pour moi, c'était important de venir. D'une part, pour vous remercier. Alors, j'ai pas lu le livre, j'adore lire. Dabia aussi. Vous avez été très important pour moi. Alors, c'est pas pour le livre, moi je tenais à être présente parce que vous avez été un mot très important. Je suis algérienne, mais pas de confession musulmane. J'aime cette culture, je ne suis pas dans cette religion, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié qu'on remercie aussi les 3 personnes qui ont monté cette association. J'ai cru comprendre 3 dames. Vous avez remercié, et la place de la femme, pour moi, elle est hyper importante dans notre culture. Je pense aussi que derrière un grand homme existe une femme, ça c'est une réalité. Et j'ai un peu d'émotion quand je parle, parce que c'est pas vraiment sur le livre, mais je tiens à vous remercier pour l'éducation que vous avez donnée aussi à Nawel par rapport à cette culture. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'est nos enfants qui nous ont rapprochés, mais vous avez été très important pour moi et c'était important que je sois là aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci. Merci Soraya. Merci d'abord pour tout le travail. Déjà, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Si tu peux juste nous parler de tes futurs projets. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les jours à venir, etc. Merci.
Oui, brièvement, sans trop déflorer un peu le contenu de ce que je fais, parce que bon, c'est pas le moment, puis c'est pas très, très utile peut-être aussi, puis c'est tout ce que je suis en train de faire actuellement, il est à l'état de projet, donc c'est pas sûr qu'il aboutisse. Donc, par contre, Zach Farias m'a posé la même question, donc je lui ai répondu par écrit hier, je lui ai envoyé. Moi, j'ai beaucoup de pages. Hein. J'ai entamé donc l'écriture d'un deuxième roman. Je vais le dire brièvement. Hein, donc je l'ai dit tout à l'heure. L'histoire, elle se passe dans l'Alger des années 50, donc juste un petit peu avant 54, et puis pendant la période trouble et très très brûlante de la bataille d'Alger. Donc l'histoire elle se passe dans Alger, que j'essaie de restituer. J'ai fait un travail très très long de reprendre, de retrouver tous les anciens noms de rues, parce qu'il faut que je m'inscrive. Bon, je connais Alger, tout ce que je connaissais. Alger n'a pas beaucoup changé, parce que c'est plutôt l'extérieur d'Alger qui a été bouleversé. Mais Alger, intramuros, est resté le même, donc, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autre chose que, à la limite, de détruire les immeubles et de les reconstruire, de reconstruire autre chose. Ils n'ont pas pu le faire parce que les immeubles du type haussmannien, ils sont difficiles à détruire, à démolir, donc ils sont restés encore figés, et ils ont une histoire. Donc, j'ai imaginé une histoire, donc c'est toujours un roman, donc alors le trait fort que je cherche à développer et à construire, et puis qui va être le fil conducteur de mon histoire, c'est le crime du fait colonial. C'est-à-dire que c'est l'occupation d'un pays physiquement, intellectuellement, psychologiquement, et la guerre d'Algérie est venue renforcer l'image des atrocités de ce que peut être une colonisation dans n'importe quel pays. On le vit actuellement en Ukraine, et on l'a vécu en Algérie. Moi j'étais jeune, j'étais gosse à l'époque, hein, donc en 72 on n'avait que 10 ans. Mais en fait, on a encore des bribes de souvenirs. Après, il y a les écrits qui sont là aussi pour nous instruire sur ce qui s'est passé. Donc, alors moi j'ai imaginé tout simplement, parce que pour que ça soit romanesque, j'ai imaginé, donc le contexte c'est Alger des années 50, j'ai imaginé un crime, une première d'un opéra à l'opéra d'Alger, et un capitaine d'une région importante de la bataille d'Alger, le 3e arme, qui se fait assassiner et de là découle une enquête policière, mais c'est aussi, à cette époque, c'est la recrudescence de l'action du FLN avec la création de la zone autonome d'Alger, donc avec tout ce qu'on connaît sur cette période-là, et le vote des pouvoirs spéciaux apparaît à l'Assemblée nationale qui sont donnés à l'armée, et l'armée est devenue donc un corps expéditionnaire qui vient d'Indochine, parce qu'en plus les militaires de l'époque d'Alger, ils ont été chercher d'Indochine après Dien Bien Phu, donc un peu aigris, ils avaient un peu envie de se venger, donc il y avait un état d'esprit très très fort, et le fait que le pouvoir politique leur ait octroyé des pouvoirs spéciaux a fait d'eux des acteurs principaux au niveau police, au niveau juridiction, au niveau de tout ce qu'on veut. Et donc, à travers l'instruction de ce crime, double crime dans l'opéra, je construis mon récit parallèlement au crime presque contre l'humanité, on pourrait le dire parfois, hein, donc de la colonisation et puis de toutes les opérations militaires en Kabylie, particulièrement dans l'Algérois. Et parallèlement, je mène comme ça mon récit jusqu'à la fin, pour aboutir après à une conclusion de dire... hein? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais on peut dire les choses. C'est dit très simplement. Après, ça peut se dire, voilà, donc, c'est pas défloré, en fait. Voilà, donc, mon récit, ça, c'est un premier récit qui avance en correction et qui pourrait peut-être aboutir très bientôt. Je ne sais pas. Donc, après, j'ai 2 autres manuscrits qui sont prêts, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui sont déjà écrits, mais qui demandent à être réécrits, relus, amendés. Voilà, donc je me suis permis d'aller vite pour avoir un peu d'avance, mais je ne vais pas éditer comme ça des livres
Déambulation, ça fait 1 année qu'il est édité, donc il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans entre 2 écrits pour pouvoir sortir quelque chose de suffisamment correct. Maintenant, j'ai une expérience très positive du monde de l'édition, c'est ce que je ne connaissais pas avant quand on éditait. Je ne savais pas comment le monde d'édition fonctionnait, mais en fait maintenant je sais. J'ai un rapport avec l'éditeur, mais j'ai beaucoup lu sur l'édition, donc je sais un peu comment orienter mes recherches aussi, chez qui il faut aller, chez qui il ne faut pas aller. Donc ça aussi c'est quelque chose, j'ai une maîtrise assez complète du fonctionnement technique de l'édition, donc ça pourrait peut-être m'aider aussi à trouver aussi peut-être un éditeur beaucoup plus dynamique entre guillemets, donc c'est celui avec qui j'ai travaillé. Voilà donc comme réponse. Merci Damohan. Donc on va ajouter 5 minutes s'il y a d'autres questions. Tout le monde est fatigué. Bon, du coup, s'il n'y a plus de questions, donc on va conclure. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir. Donc on ne va pas s'arrêter là. On va attendre le prochain roman. Donc on va vous mettre un peu de pression. J'espère qu'il va y avoir d'autres rencontres, ça c'est sûr. Donc voilà. Et avant qu'on se quitte, donc on a préparé un petit tableau d'honneur pour Damohan. Voilà. Donc j'appelle Noël ou voilà, Davia pour le dire. Va. Merci à tous.